Ce débat à 11, il est très attendu dans quelques heures, donc demain en direct à vivre sur notre antenne. On va en parler avec vous tous sur ce plateau, Serge Raffi, Judith Vintraud, mais d'abord je vais vous interroger évidemment Christophe Castaner, puisque vous êtes porte-parole d'Emmanuel Macron. Il est en plein média training, votre candidat pour demain ? Il travaille sérieusement, il lit des notes qu'on lui a fait remonter, que ses collaborateurs lui ont fait remonter sur tous les sujets et les principaux sujets qui seront abordés demain. Et puis il observe aussi, et il l'a vu toute la semaine dernière, la montée en puissance des charges très violentes de ses concurrents contre lui, et donc il s'y prépare aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, il va les encaisser ces attaques, il va falloir être défensif, offensif, pas trop agressif. C'est pas la même chose qu'au précédent débat, au débat A5 il y a 15 jours. Non, c'est différent. D'abord, il y a de nombreux candidats, 11, et donc la forme du débat sera plus compliquée. Il y a aussi des gens qui vont passer pour la première fois un peu ce grand rendez-vous médiatique, qui vont vouloir exister, que nous connaissons moins. C'est peut-être plus difficile aussi pour les participants et pour ceux qui sont plus habitués à ces joutes-là. Donc voilà, mais il est serein, il sera serein demain dans ce débat. Mais je reviens sur l'aspect cible, puisque c'est effectivement devenu le cas depuis ces derniers jours. Il y a certainement des pièges à ne pas éviter parce que il va falloir, j'allais dire, contourner, répondre, être suffisamment habile pour à la fois riposter, mais sans avoir l'air d'être trop agressif. Moi, je vous sens inquiète. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Il faut être serein et je suis serein pour lui. La seule chose que je saurais lui conseiller, c'est d'être lui-même, de rester lui-même. Et donc, il n'est pas habitué aux petites phrases, aux esquives. Et donc, il assume qu'il réponde. Et puis, il a aussi veillé, ce week-end à Marseille, à montrer aussi à ses concurrents qu'à un moment donné, le fait de n'avoir rien à dire, si ce n'est de critiquer Emmanuel Macron, ne faisait pas un projet politique. Donc, il les a rappelés à l'ordre. Si besoin, il le fera demain aussi. Alors, Judith Vintraud, Serge Raffi, Bruno Jeudi. D'abord, qui joue le plus gros demain ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ? Normalement, dans un débat, c'est toujours le favori. Et il est le favori, même s'il essaye de repousser ça dans l'interview du Monde. Cela dit, il a été bon, moi j'ai trouvé, au précédent débat, au débat A5, bien meilleur qu'en meeting, où je le trouve toujours artificiel, forcé. Alors, je le vois à la télévision, puisque j'ai pas couvert de meeting en direct. Est-ce qu'il sera aussi bon ? Je ne sais pas. En fait, il a intérêt, ils ont tous intérêt, les gros candidats, à rester assez en retrait. D'abord pour ne pas donner l'impression d'écraser les petits candidats dont ça va être le quart d'heure de gloire warolien. Hein. Donc on ne peut pas en plus les empêcher de parler. Ils ne peuvent pas les prendre de haut. Ils ne peuvent pas apparaître comme condescendants. Vous avez raison de dire que l'exercice est assez compliqué parce qu'ils ne peuvent pas non plus servir de punching ball. Or, le bon moyen d'exister et de faire parler de soi, c'est de créer l'incident. Il y a un risque des petits candidats, je ne citerai pas de nom, tentent de le créer. Serge Raffi, comment vous voyez les choses pour demain ? Pour qui est-ce que c'est le plus dangereux ? Emmanuel Macron, c'est le lapin à la fête foraine. Hein. Il va falloir qu'il s'attende à être pilonné, à être canardé. Donc son problème, ça va être d'être en mouvement sans arrêt pour éviter les coups. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident d'abord parce que cet exercice-là, il est inédit. Personne n'en connaît exactement les conséquences. Au fond, on ne sait pas parce qu'en fait, chaque candidat va parler un quart d'heure en tout. C'est pour tout, un quart d'heure, entre 15 et 17 minutes. C'est rien pour exposer ses thèses. Par contre, tout va se jouer dans les postures. Donc, en ce qui concerne Emmanuel Macron, il est bien évident que lui, son problème, c'est de commencer à apparaître comme un homme d'État. Or, pour le moment, l'homme d'État, on l'a pas encore vu. On a vu un très bon tribun, chacun son opinion. À la télévision, Judith, à la télévision. Un bon débatteur, oui. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui était un peu le candidat fraîcheur de vivre. Là, aujourd'hui, il va falloir qu'il change un peu son fusil d'épaule, si je puis dire, et apparaître, parce que là, ça va être la foire d'empoigne. Donc là, ce qui va compter, c'est la stature. Donc, on va voir quel est le candidat, là, demain soir, ici, qui aura la stature présidentielle. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à ce moment-là, la portera ? Ça, c'est un mystère. Alors, Bruno Jeudi, vous êtes d'accord ? C'est le favori, effectivement, qui joue le plus gros ? Ou c'est le candidat François Fillon, typiquement, qui est sorti de la primaire de la droite, auréolé de ce succès, véritablement ? Je pense que d'abord, c'est un débat à 11. Donc, c'est vrai que sur le papier, c'est normalement celui qui est en tête, qui a le plus gros à jouer, donc Emmanuel Macron. Mais en même temps, dans ce débat, les candidats vont aussi pouvoir se cacher un peu, notamment les gros candidats. Et finalement, c'est peut-être ceux qui sont le plus à la peine aujourd'hui qui vont jouer gros, parce qu'il n'y aura peut-être pas une deuxième chance, puisque le débat suivant est très incertain. Donc, à mon avis, Benoît Hamon
et François Fillon, chacun dans leur couloir, jouent très gros parce que, on le sait, chaque débat a fait bouger les lignes et a changé l'ordre des concurrents. Depuis le premier débat de la première de droite, on a vu que chaque débat avait eu des conséquences. Le dernier, celui où ils sont seulement 5, il y a 3 semaines, on voit que Jean-Luc Mélenchon fait le trou grâce à ce débat. Il largue Benoît Hamon et il se rapproche de François Fillon. Donc forcément, demain, il y a 1 ou 2 candidats. Je mets pour l'instant les petits candidats entre guillemets de côté, qui fera une bonne affaire demain soir. Donc c'est vrai que pour Emmanuel Macron, il y a un challenge avec quand même cette spécificité ce week-end, et on va voir quelles conséquences ça va avoir. C'est que jusqu'à présent, Emmanuel Macron, c'était le gentil Macron, le gentil candidat. Alors, c'est ça. Et ce week-end, il s'est mis à attaquer très fort. C'est assez surprenant. Est-ce que là, il y a un élément de stratégie politique qui peut aussi offrir un nouveau visage? Alors, votre réponse, Christophe Castaner, est-ce qu'on est sur un changement de stratégie de la part d'Emmanuel Macron? Parce que votre base électorale, on le sait, elle est hésitante. Un électeur sur 2 ne s'est pas encore déterminé sur son choix. Il va falloir réagir pour les rattraper aussi, ceux-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir les griffes, il faut répondre au coup du camp Fillon? Non, mais d'abord, sa volonté était de répondre, et pas seulement au coup du confiant. Quand Martine Aubry sort des formules du type « cet homme-là n'aime pas les gens, il aime l'argent », je pense que la honte, quand même, mérite d'être levée. Et donc oui, il a voulu répondre, et il a surtout concentré ses tirs sur celle qui, depuis le début de la campagne, est sa principale adversaire. Dès son discours de la mutualité, en juillet, il refuse cette idée de dire de toute façon, Marine Le Pen est au second tour. Et le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, c'est de voir que tout le monde tape sur Macron et tout le monde oublie que la favorite aujourd'hui dans les sondages, mais aussi sur le terrain, c'est Marine Le Pen. J'aime bien cette formule-là, mais c'est parce que, en fait, vous dites ça pour vous rassurer, quelque part, parce qu'on voit bien que dans le monde, depuis des mois maintenant, les favoris, on les balaye, que ce soit le Brexit, que ce soit Hillary Clinton, que ce soit Alain Juppé. Donc il vaut mieux, j'allais dire, balayer ça pour pouvoir continuer à... Enfin, pour continuer non, vous à savez, être moi, le niveau du Front National ne me rassure pas. J'étais candidat aux élections régionales il y a un peu plus d'1 an. J'ai décidé de retirer ma liste pour empêcher que le Front National gagne dans cette région. Et dans l'entre-deux tours, j'ai vu Marion Maréchal Le Pen gagner des électeurs et finir à 45%. Donc le risque, il est réel. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Alors, oui, non, mais la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de ne pas se juppéiser. Donc il faut absolument qu'il apparaisse comme quelqu'un qui réagit au coup et qui ne se laisse pas endormir par une espèce de statut de favori qui est d'une fragilité extrême. Quand Bruno parle de Hamon et Fillon qu'il attaque, il l'attaque parce que l'électorat d'Emmanuel Macron, une grande partie de cet électorat est encore très friable. On a surtout entendu les coups donc ils vont de Macron portés contre Fillon plutôt que ceux portés contre Hamon. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'il veut garder son socle. Le problème de Fillon et de Hamon, c'est d'aller chercher quand même, quelque part, un peu de cet électorat d'Emmanuel Macron qui est encore susceptible de changer de camp. Judith Vintraube. Oui, il y avait aussi une différence de niveau dans les attaques. C'est vrai que François Fillon attaque Emmanuel Macron durement et depuis presque des mois sur le thème, en fait, Macron c'est Hollande. On nous vend du vieux déguisé en neuf et ce serait la continuité de la politique du président sortant si jamais il était élu. Mais qu'a dit Emmanuel Macron? C'était extrêmement violent. Il a dit tout simplement que François Fillon tournait le dos à la République. Pourquoi? Parce que il allait embrasser et chérir, je cite ces mots, sens commun. Je suis désolée, en démocratie, on peut tout à fait ne pas être d'accord avec ce sens commun. On ne peut pas dire que avoir le soutien de sens commun, c'est ne pas être républicain. Et quand vous lisez l'interview qu'Emmanuel Macron a accordée au Monde cet après-midi, l'argument revient sans cesse. Il n'arrête pas de dire François Fillon n'est pas républicain. En gros, qui est adversaire d'Emmanuel Macron n'est pas républicain. Non. La violence est là. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est l'attitude, c'est ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Aujourd'hui, François Fillon a quand même une responsabilité extrêmement forte vis-à-vis des Français et des Français qui étaient prêts à voter pour son camp. Il a voulu s'imposer jusqu'au bout, quitte à faire perdre son camp. C'est cela qui, au fond, est assez peu républicain, y compris pour les républicains eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que Sens commun est une association non républicaine ?
savez, quand elle conteste avec la violence qu'on a entendue des sujets comme le mariage pour tous et le droit à l'amour pour des gens qui sont de même sexe, je pense effectivement que contester ce droit-là, c'est aussi attaquer la République. La violence, qui, par c'est-à-dire, nature... elle a cassé, elle a agressé des gens Oh oui, ça, je peux vous dire qu'elle a cassé et qu'elle a agressé des gens très fortement, sens commun, dans les rues. Vous savez, Madame Ventrobe, moi j'ai fait les 15 jours du débat sur le mariage pour tous. Je n'étais pas rapporteur de ce texte, mais je pensais que c'était ma responsabilité de rester pendant 15 jours, week-end compris. Ce qu'on a pu entendre était d'une violence totale. Quand certains s'amusent dans l'hémicycle à évoquer la possibilité de se marier avec son chien pour comparer le fait que deux personnes du même sexe puissent se marier, je peux vous dire que c'est assez grave. Et quand on nous annonçait la fin de la société, la fin des temps, on va bien qu'aujourd'hui, un débordement avec des comportements violents. Sur ces questions, il arrive qu'Emmanuel Macron, effectivement, a quelques paradoxes. Parce que, rappelez-vous, l'interview qu'il avait accordée à l'Obs, justement, à Jérôme Garcin, dans laquelle il dit qu'il ne fallait pas humilier cette France-là. La France anti-mariage gay. Il avait dit ça à l'Obs et aujourd'hui, il dit l'inverse au monde. Donc, c'est là où il faut qu'il resserre un peu... si je puis dire, ses idées, pour garder une stature. Je reviens à ça. Emmanuel Macron, pour le moment, il n'a pas encore prouvé qu'il a une stature de président de la République, et c'est son travail. C'est ce que disait Sondage, d'ailleurs. C'est sans doute un des points où il n'est pas devant, notamment François Fillon, sur la question de la stature, alors que sur les autres points, il est plutôt devant. Notons quand même que depuis un mois, le taux de certitude de vote pour Emmanuel Macron a progressé de 20%. Donc aujourd'hui, il est quand même dans une dynamique extrêmement favorable. Monsieur Castaner, Emmanuel Macron, il a pris la pause aux côtés de Christian Estrosi ce week-end, samedi, à l'hôtel de Région. Pourquoi est-ce qu'il a voulu ce cliché, justement ? Emmanuel, partout, quand il se déplace, prévient les grands électeurs. Je l'ai accompagné au lendemain de la présidentielle, de sa déclaration à la présidentielle à Marseille. Il avait appelé Jean-Claude Gaudin, j'étais avec lui. Et il a fait la même chose avec Christian Estrosi, qui a proposé un accueil républicain. Ouais. Et franchement, parce que je connais bien Christian Estrosi... C'est pas une manière de perturber aussi la campagne de François Fillon et de dire, voilà, en gros, les grandes figures de la droite, Il faut poser cette question-là à Christian Estrosi, pas à Emmanuel Macron, qui fait cette proposition à tous les élus quand ils se déplacent, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient socialistes. À tous les élus, nous le proposons, parce que c'est aussi cela d'être présidentiable, c'est de respecter les institutions. Donc il y a eu cet accueil républicain qui ne vaut pas soutien, qui ne vaut pas partage. Alors ça veut pas dire... Alors attendez, parce que moi j'ai des informations, enfin l'entourage de Christian Estrosi n'hésite pas à dire que ce dernier serait actuellement en train de rouler pour Emmanuel Macron en sous-main. Il y aurait un ralliement prochain et ce serait en fait une forme de renvoi d'ascenseur, et vous êtes bien placé pour nous répondre, parce que entre Macron et Estrosi, parce que il a été élu à la tête de la région PACA grâce aux voix de la gauche et notamment grâce à vos voix quand vous vous êtes retiré. Vous êtes aujourd'hui l'un des membres du premier cercle d'Emmanuel Macron. Donc dites-nous, est-ce que c'est imminent ? Je n'ai aucune information qui va dans ce sens-là. Ils ont pu même se rappeler l'un à l'autre ce qui les oppose et les différences qui existent entre eux. Il n'empêche qu'à un moment donné, on a su faire des choix. Le choix que moi j'ai fait comme candidat à la présidence de région, en me retirant, c'est celui d'empêcher le Front National. D'accord. Et donc je l'ai assumé. Et le paradoxe, c'est qu'on trouve cela totalement normal, alors qu'on se dit, mon Dieu, avant le premier tour, avouez que c'est assez quand même baroque. Quand même. Je vous vois sourciller. C'est assez baroque. Là, vous nous racontez une histoire qui est sympathique, mais... Alors allez-y, un petit tour de table. Il est normal de se retirer. Il est normal de se retirer. Il n'est pas normal de partager un café. On sait très bien que les sarkozystes sont revenus dans le giron, si je puis dire, de François Fillon avec des pieds de plomb. On le sait très bien, après le Trocadéro, ça a été quand même une violence. Mais bien sûr, ça a été plutôt ceux qui sont revenus alors que les GPI ne sont pas revenus. Bien sûr, mais ils reviennent pas tout à fait ça. Tout à fait. Ils reviennent avec des pieds de plomb. Non, laissez-moi terminer. Dans le camp sarkozyste, c'est pas parce qu'ils sont là que ce sont des disciples. Mais pas du tout, Serge. J'étais encore sarkozyste. Ils étaient tous derrière. Bien sûr, ils sont tous derrière. J'étais même étonné d'ailleurs. Tous derrière, de très loin derrière. Absolument. Et on les a pas poussés sur le devant de la scène. Moi, je vous dis que les sarkozystes soutiennent François Fillon avec des pieds de plomb. Et ce qu'a vécu entre Estrosi et Macron, c'est le signe politique de ça. Me raconter autre chose, ce sont des balivernes. Voilà, ce sont des balivernes.
d'hiverne pour Serge Raffi. Un avant-goût d'un éventuel Front républicain pour le second tour, M. Castaner, alors? Ah, mais j'espère que les Républicains se montreront républicains comme nous-mêmes nous avons su l'être. Et qu'effectivement, il faut faire une différence entre des adversaires, à un moment donné, et les ennemis des valeurs de la République que sont le Front National. Je ne doute pas qu'à un moment donné, ce que Nicolas Sarkozy a refusé, d'autres demain seront capables de l'entendre en faveur d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron est le seul qui peut sérieusement battre Marine Le Pen au second tour. Alors justement, Marine Le Pen, si on peut en dire un mot, Judith Vintraud, demain, elle a un sacré atout en poche. Elle va être la dernière à s'exprimer lors du débat. Elle aura donc eu le temps de voir défiler les uns et les autres. Marine Le Pen, elle doit être plus pratico-pratique, j'allais dire, que les autres candidats sur ces mesures parce que certaines coincent chez les Français. C'est surtout que pour la première fois, elle va se retrouver dans un plateau où les anti-européens seront majoritaires. Quand vous regardez les petits candidats, il y a vraiment, ce créneau est extrêmement encombré entre les complotistes, ceux qui sont persuadés que l'Europe est là pour enfoncer la France, pour plomber la France. C'est la première fois que ça lui arrivera d'être en majorité. Donc elle va avoir du mal à jouer son registre habituel, c'est je suis la seule à défendre cette ligne-là. Non, ils seront au moins 4 ou 5. Monsieur Castaner, une dernière question. Renaud, l'artiste, le chanteur, auteur, compositeur, a choisi son candidat pour la présidentielle et c'est Emmanuel Macron. Il est bienvenu, soutien, ça peut paraître anecdotique, mais est-ce qu'il est bienvenu? Parce que Renaud, c'est historiquement chanteur de gauche, mitterrandien de cœur et de raison dans les années 80, un vrai historiquement de gauche. Oui, mais c'est pas grave d'être historiquement de gauche. Moi-même, j'ai longtemps été au Parti Socialiste avant de décider de le quitter, donc j'espère que c'est pas une tare. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des femmes et des hommes. Vous avez 50 cadres, anciens membres de cabinet de droite qui rejoignent Emmanuel Macron. Vous avez Renaud. Aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de ralliement. Je crois qu'il vaut mieux avoir des ralliements que de se retrouver un peu seul. On évoquait François Fillon, on peut parler de Benoît Hamon, qui, au fond, quand ils se retournent, ne voit pas grand monde derrière eux. Merci beaucoup, merci Judith Vintraud, Serge Raffi, Christophe Castaner, Bruno Jeudi. Demain à 7h06, ce sera le grand débat à 11, BFM TV, RMC et CNews, à vivre sur notre antenne. Et tout de suite, enfin dans un instant, c'est grand temps.